Bonjour à tous et bienvenue dans la chaleur étouffante de notre studio. Pendant 1 heure, nous passerons en revue les événements de la semaine écoulée. On va parler du coup de chaleur du CDH, d'une crise haute et d'un attentat raté à la gare centrale. Pour analyser et commenter tout cela, 2 invités politiques et 4 experts. Et les 4 experts sont... Il est journaliste au style flamboyant au vif. Bonjour Nicolas de Decker. Bonjour Jean-Jacques. Elle ne laisse rien passer. Elle est psystorienne. Bonjour Sylvie Losberg. Bonjour. Il aime s'allonger et pas seulement au soleil. Le rédac-chef de Pan. Bonjour Marcel Sèvres. Bonjour. Elle vient de terminer ses examens et nous rejoint avec une grande distinction. Opaline Meunier, bonjour. Bonjour. Le CDH, donc, il a pris tout le monde de vitesse lundi midi. Une crise unique dans l'histoire politique des entités fédérées. Surpris chez les uns, écœurement chez les autres et humour aussi dans le chef d'Alain Marron. C'était mardi, à l'issue d'une commission d'enquête SAMU Social, l'écolo compare Benoît Ludgen à un orang-outan. Réponse de Benoît Serex. Vous savez comment font les orang-outans pour passer d'un arbre à l'autre? Eh bien en fait, ils ne lâchent la branche à laquelle ils tiennent que quand ils tiennent la suivante. C'est comme ça qu'ils font les orang-outans pour avancer dans la forêt. Force est de constater que M. Ludgen n'a pas fait comme ça et qu'il a lâché une branche sans avoir encore saisi la suivante. Et donc je pense que M. Ludgen est à terre. Il espère regrimper à l'arbre d'une manière ou l'autre. Et il espère trouver des lianes pour regrimper à l'arbre. Mais Écolo n'a pas la vocation d'être la liane de M. Ludgen. Mais le courage politique, c'est aussi d'avancer sans avoir de parachute et donc sans avoir de branche suivante à laquelle se raccrocher. Et c'est la décision que le CDH a prise. Nous considérons qu'il n'est plus possible, dans l'état actuel des choses, de gouverner avec le Parti socialiste. C'est devenu la grosse question, cher Nicolas de Decker. Est-ce que Benoît Ludgen est un orang-outan ou non? Mais ne vous en déplaise, je n'ai pas le style aussi flamboyant que celui d'Alain Marron, et donc je vais plutôt faire une analogie de mauvais goût, disons-le. Ce qu'il est en train de faire, c'est un attentat suicide. Il se fait exploser, il fait exploser son propre parti, qui selon moi signe une espèce d'arrêt de mort. Il fait exploser le système de parti, et il espère accéder au paradis par ce geste, qu'est le paradis pour Benoît Ludgen, il le répète depuis déjà plusieurs mois maintenant. C'est une espèce d'en marche à la belge, duquel il serait l'initiateur. Et donc son objectif est de ramener des gens, y compris des autres partis, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a dans tous les partis des fractionnements, des menaces d'éclatement, notamment au Parti Socialiste, d'ailleurs peut-être qu'on en parlera avec Catherine Moureau, que lorgne Benoît Ludgen. Et son idée est donc d'accéder aux 70 vierges du paradis en faisant ainsi exploser son propre parti. Une image assez osée. Sylvie Losberg. Mais moi, je voudrais quand même souligner que le CDH, ils se sont institués humanistes. Alors, bon, qu'ils fassent un saut dans le vide avec ou sans liane, c'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est que ça met en péril toutes les compétences qui touchent vraiment la population. Le social, l'emploi, l'enseignement, l'enfance, les allocations familiales. Et donc, je ne comprends pas comment une personne toute seule, qu'elle soit présidente de parti ou pas, sans concertation, puisqu'on voit bien que manifestement les autres partis n'étaient pas au courant, peut essayer de faire exploser en milieu de législature tout un programme qui a été déjà mis en œuvre, qui a été avalisé et qui est sur les rails. C'est quelque chose qui, pour moi, ne ressort pas de l'humanisme. Alors peut-être c'est de l'attentat suicide, mais en tout cas, je trouve que pour la population, c'est vraiment très grave. Vous ne croyez pas son explication de dire qu'il était choqué par le PS? Écoutez, choqué, il pouvait l'être déjà avant. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pour moi, c'est un coup politique. Marcel Sel. Alors, je pense que dans ce cas-là, on peut dire d'aucun parti qu'il est humaniste, parce que c'est pas la première fois qu'un gouvernement chute ou que quelqu'un tire la prise. Rappelez-vous Alexandre De Croo. C'est pas pareil, il y avait des élections. Ici, il n'y a pas d'élections. Ça parce que le système l'interdit. Mais enfin, je veux dire, ça change rien. Il faut reformer. Après les élections, on a quand même mis plus d'1 an à reformer un gouvernement. Moi, je regarde le jeu de façon purement politique. Je suis à la place d'un président de parti qui est accroché au PS, qui jusque-là il était dans sa roue, c'était le poisson pilote, il était un peu scotché, et puis tout à coup le vélo du PS, puisqu'on est dans les images, tombe dans un étang, lui il est accroché au vélo, il voudrait bien se détacher, et simplement pour sauver
son parti pour sauver sa peau, etc. Alors est-ce qu'il est sincère dans le fait que lui est choqué ou que l'ensemble d'ailleurs des têtes du parti semblent choquées par l'attitude du PS? Ça, on ne le saura jamais. Toujours est-il que c'est ce que la population aujourd'hui demande. Et j'étais sidéré de voir le nombre de gens qui disaient « Ouf, le PS n'est plus en Wallonie ou le PS n'est plus à Bruxelles », parce qu'effectivement, ils n'arrivent pas ni à s'expliquer, ni à s'en sortir. Alors, Opaline Meunier, vous? Moi, je pense qu'il y a un aspect dont on parle très peu, et c'est clair que le CDH n'a pas voulu communiquer sur cet angle-là. C'est aussi le fait qu'on le sait depuis des mois que l'ambiance au sein de la majorité est catastrophique et qu'ils n'arrivent plus à avancer, ils n'arrivent plus à mettre en place de réformes. Et il y a un genre de boulet au pied des différents gouvernements qui font que, en tout cas en région Wallonne et en Communauté française, ça se passait très mal. Et est-ce que le SAMU social, etc., ont été la goutte d'eau? Ça, vous jugerez de l'honnêteté de Benoît Ludgen, mais en tout cas, je pense que c'est pas du tout une surprise. Et que c'est pas tant que ça un coup stratégique, électoral ou quoi. Et je pense vraiment aussi qu'à un moment, les partenaires de majorité ne savaient plus travailler ensemble. Ça me paraît pas choquant plus que ça qu'à un moment on se dise maintenant ça suffit, quoi. Eh bien, on va demander à nos invités politiques leur avis également. Il s'agit de Catherine Moreau et d'Arnaud Pinksteren. Je les invite à nous rejoindre. Donc on accueille Arnaud Pinksteren, qui est député écolo bruxellois, chef de file écolo à la région bruxelloise. Catherine Moreau est la chef de file des socialistes à Molenbeek et députée bruxelloise donc du PS. Alors, seul CDH à avoir réagi plutôt froidement au coup de Ludgen, c'est Hervé Doyen, le bourgmestre de Gette. Et mardi matin, dans la Libre Belgique, il disait que ce coup de poker de Benoît Ludgen ne le convainquait pas. Alors, il devait être ici, en fait, dans cette émission des experts, et à 5 heures de l'enregistrement de cette émission, parce que l'émission est enregistrée le vendredi après-midi, Hervé Doyen, qui y était invité, s'est désisté, apparemment sous la pression du président de parti, qui lui aurait demandé de pratiquer le mutisme en la matière. Donc merci à Arnaud Pinksteren, qui a accepté de le remplacer au pied levé. Avec plaisir. Et j'ai commencé tout de suite par vous. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce coup? Est-ce que vous y attendiez? Est-ce que vous étiez admiratif du coup stratégico-politique ou bien plutôt effaré? Alors, c'était d'abord l'étonnement, pour revenir sur cette séquence assez incroyable en fait de cette semaine. C'était d'abord vraiment l'étonnement qu'une décision aussi lourde de conséquences soit prise sans concertation avec aucun des partis manifestement. Et donc ça, c'était le premier constat, c'était de l'étonnement. Ensuite, c'était plutôt des craintes, des inquiétudes par rapport à toute une série de politiques qui doivent être menées. Alors on n'est pas d'accord avec tout ce que les majorités font, mais en tout cas on sait qu'il y a des besoins qui doivent être rencontrés. Et le fait de retirer la prise sans filet, sans un plan B, en fait, met à mal toute une série de réformes nécessaires. On peut penser aux allocations familiales en région bruxelloise, on peut penser au pacte d'excellence, on peut penser à toute une série de matières, le COBAT aussi, qui est pour le moment qui va commencer à être discuté en région bruxelloise. Et donc on se rend compte que cette prise d'otage en fait d'un parti ou d'une personne dans un calcul qui s'avère d'être plutôt un calcul politique qu'un calcul démocratique, très clairement, étonne et préoccupe. Et donc, à titre personnel, moi, c'est plutôt un peu de colère en fait que je ressens quand on est responsable politique et qu'on fait des choix qui en fait sont aussi peu responsables. C'est plus grave que le SAMU social. C'est totalement incomparable. Ce que nous devons faire, je pense, en tant que politique, en tout cas, moi, c'est pour ça que je le fais de la politique, c'est d'être du côté des solutions. Et je ne pense pas que débrancher la prise, comme il l'a fait, permet vraiment de dégager des solutions. Ça, c'est mon point de vue. Alors, Catherine Moreau, de votre côté, et après les experts interviendront, quand même, c'était un coup dur pour le PS au départ, de se dire, voilà, on est rejeté par le partenaire. Mais c'est surtout d'abord l'incompréhension qui dominait, parce qu'on était juste au moment où on a appris la nouvelle en bureau de parti en train de discuter du décumul. Et donc l'incompréhension, la première, c'est sur le timing. Pourquoi est-ce que tout d'un coup ça arrive maintenant? Puisque la raison qui vient... Pourquoi pendant votre bureau de parti, par exemple? Ça pourrait être une des explications. Sur le décumul, ça pourrait être une des explications. Donc l'explication qu'on entend, c'est la gouvernance avec le PS, c'est pas possible, alors qu'on est justement dans un trend impulsé singulièrement par Rudy Vervoort en région bruxelloise, de rénovation. Effectivement, il y a eu des gros problèmes ces derniers mois dans lesquels mon parti n'a pas été
il est dans des gros problèmes par rapport à des questions qui ont trait à l'éthique, mais sur les questions de gouvernance, on est justement au contraire en train de travailler et en train d'avancer sur des choses sur lesquelles on n'avançait pas jusque-là. Donc l'incompréhension du timing, vraiment, puisqu'en plus, en tout cas pour ce qui concerne les majorités que moi je connais, puisque je suis parlementaire à Bruxelles et à la Fédération Wallonie-Bruxelles, une impression que c'était des gouvernements où ça se passait bien. Toute une série d'obstacles avaient pu être franchis. Les déclarations de politique voyaient leurs premiers effets. De grands textes étaient soit engrangés, soit sur la table dans de belles perspectives. Et donc, une incompréhension, c'est la première chose, c'est ce qui a dominé. Et la trahison ? Parce que le président de parti a utilisé ce mot-là. C'est pas exagéré, ça? Non, je pense pas que c'est exagéré. Si lui l'a ressenti comme ça, moi je n'étais pas dans ceux qui ont fondé les accords de majorité. Donc je ne l'ai peut-être pas ressenti de la même manière. Je l'ai peut-être ressenti de manière plus froide de mon poste de parlementaire que lui qui avait été à la manœuvre pour négocier. C'est une autre posture, c'est une autre... Voilà. Nicolas de Decker. Ce qui est un peu paradoxal, je trouve, dans la façon dont Benoît Lutgen présente les choses, c'est-à-dire qu'il décerne au Parti socialiste un brevet d'infréquentabilité dont il dispose objectivement. Je veux dire, aujourd'hui, le Parti socialiste est infréquentable, c'est que par rapport au moment où Benoît Lutgen a négocié les accords de gouvernement avec le Parti socialiste aujourd'hui est, je vais dire, en meilleure posture, puisque déjà en 2014, on connaissait, je vais vous dire dans quelle mesure, pourquoi j'emploie en meilleure posture. En 2014, on connaissait déjà le SAMU social. On savait déjà depuis des années que monsieur Mayer et madame Peraïta, ils faisaient des choses qui n'entraient pas parfaitement dans la morale socialiste. On savait déjà en 2014 que Tecteo était une intercommunale monstrueuse où il se passait toute une série de choses qui, elles non plus, ne correspondaient pas tout à fait. On le savait déjà. Catherine Moreau, vous le saviez, vous? C'était paru dans la presse. Moi, je peux dire que ce qui est paru dans la presse, j'en avais connaissance, mais je peux vous dire aussi, en toute honnêteté, moi, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'on a découvert sur le SAMU social. Il y avait peut-être une question de gravité, éventuellement. On n'avait pas tout le détail. Aujourd'hui, en 2017, au moment où Benoît Lutgen dit « je ne peux plus être avec le PS », il n'y a plus au PS ni Stéphane Moreau ni André Gilles qui ont été exclus, et Yvan Mayer a démissionné. Donc en 2014, il négocie avec un parti dont son membre, Stéphane Moreau et André Gilles, et un parti dont le bourgmestre de Bruxelles est en place et est Yvan Mayer, impliqué, comme on l'imagine déjà à l'époque, dans le SAMU social. Marcel Sel. Oui, mais il y a quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'affaire des administrations bruxelloises, où le PS est en train d'organiser toute une série de... Les OIP, vous voulez dire. Les OIP, où il est en train de parachuter de nouveau des ex-cabinets. En 2014, on savait déjà que le Parti socialiste prenait de la place. Ce que je veux dire, c'est que ça continue. C'est un débat entre vous deux. Ça continue. Mais je voulais juste dire un truc sur la trahison. C'est qu'il n'y a pas de trahison entre deux partis. La trahison, c'est entre un mandataire et ses électeurs. Il n'y a que cette trahison-là, et je suis halluciné de voir que Elio Di Rupo ne l'ait pas compris et continue à faire de la pure politique de verbiage au lieu d'essayer de réagir. Arnaud Pinsteren, vous êtes un petit peu plus neutre, évidemment, dans cette histoire-là, mais vous êtes aussi concerné, parce que Écolo est concerné. On a l'impression qu'Écolo en profite un peu pour essayer de sortir sa liste de demandes, sa liste de courses la plus grande possible. Mais on n'en profite pas, c'est-à-dire que nous, on pense qu'on est à un momentum. C'est-à-dire que les affaires, elles se ressemblent, en fait, elles reviennent régulièrement. C'est ça qui est totalement scandaleux. Et on voit qu'il y a un effondrement de la confiance du citoyen dans sa classe politique et dans le système politique, dans la démocratie, et c'est encore plus grave. Et ça, on le constate. Est-ce qu'on va continuer, comme si de rien n'était, refaire des petites alliances, un petit peu remettre un nouveau vernis et puis continuer les mêmes affaires, ou bien est-ce qu'on les mêmes pratiques sans changer vraiment ces pratiques politiques, sans les assainir, pour avoir de nouvelles affaires dans 10 ans? Nous pensons qu'il est l'heure, c'est aujourd'hui, qu'il y a toute une série de choses qui doivent fondamentalement changer dans les pratiques politiques. Alors oui, nous pensons que c'est l'heure du changement, c'est l'heure de refonder notre démocratie et d'assainir les pratiques. Mais est-ce que le geste de Benoît Lutgen n'est pas justement quelque chose qui vous permet de réagir? Est-ce que ça n'a pas au moins cet avantage-là, sans le défendre? Alors, je pense qu'il ne l'a pas fait pour ça. Ça, c'est ma conviction. Je pense que c'est un calcul purement partisan. Si ça peut être le résultat, au moins, il y aura
un élément positif. Si on peut avancer sur les questions de gouvernance, de démocratie et de pratique politique, ça sera positif. Pauline Meunier. Oui, mais je pense qu'en effet, c'est le momentum pour Écolo et ils ont tout à fait raison d'arriver avec une liste de revendications sine qua non. C'est normal. En effet, c'est peut-être l'aspect vraiment positif, c'est que maintenant le CDH est obligé de négocier et va être obligé de trouver d'autres partenaires de majorité. Bon, sinon ils vont se retrouver dans l'opposition, mais bon, c'est pas le plan si j'ai bien compris. Donc je pense qu'en effet, le CDH a besoin maintenant de négocier avec ses autres partenaires. Et Écolo est dans une situation de force où, en effet, c'est le moment d'apposer ça sur la table. Oui, Défi aussi est en position de force. Catherine Moreau. Je voudrais quand même dire qu'il y a quelque chose, vous parlez tous de démocratie, il y a quelque chose qui est fondamentalement antidémocratique, à ce qu'un parti qui fait 10% de l'opinion publique s'élève en formateur comme il le fait aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que ce soit démocratique. Mais je voudrais... Pourquoi ça serait pas démocratique, je ne comprends pas. On est dans un pays, on n'est pas dans une... Qui a plus la clé aujourd'hui? Le CDH ou Défi, par exemple, qui a la clé des majorités en Fédération Wallonie-Bruxelles et à Bruxelles. Donc qui décide finalement? C'est peut-être pas celui qu'on croit. Je voudrais dire autre chose. Je pense que la liste qu'on a lue aujourd'hui, qui est sur la table émise par Écolo, elle est effectivement le programme d'Écolo depuis tout un temps. Ce n'est pas une surprise, cette liste. Je pense qu'elle est parfaitement cohérente. Mais je voudrais quand même rappeler, parce que ça c'est la réalité, qu'aujourd'hui, autour de la table, au groupe de travail sur la gouvernance au Parlement bruxellois, toute une série de ces aspects sont déjà en débat et certains aspects étaient déjà largement avancés. Donc ça, tout le monde n'était pas d'accord. Mais ça faisait un moment qu'on essayait de pousser, ça fait quand même des années qu'on essaye de défendre ces textes. Est-ce que ça peut à un moment donné faciliter les choses? Je le crois et je le souhaite. Et je partage ce que Arnaud a dit juste avant, à savoir nous avons effectivement besoin d'un grand moment de réflexion sur la gouvernance et nous avons effectivement besoin d'accélération dans ces dossiers-là. Je le crois aussi. Alors, même si je crois aussi, parce que vous avez cité Hervé Doyen tout à l'heure, même si je crois aussi qu'il est regrettable qu'on doive attendre ce type d'affaires pour soi-disant légiférer sur l'éthique. Pour moi, l'éthique, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, notamment sur ce plateau, l'éthique c'est quelque chose d'avant tout personnel, ça doit le rester, c'est normal, c'est quelque chose de complexe et je pense que cette dimension-là, elle restera quoi qu'on fasse. Donc voilà, on n'aura pas résolu non plus, malgré tout, malheureusement peut-être, tous les problèmes avec ça. Et je voudrais encore dire une dernière chose. Vous voulez dire beaucoup de choses, mais j'ai aussi une question pour vous. Si vous voulez, mais je voulais répondre à M. Sell. Allez-y alors. Je voulais dire, ce que M. Lutgen fait, il essaye, je pense, c'est un autre non-hasard du calendrier, le lendemain de la victoire d'En Marche en France. Vous faites de la politique. Faites autre chose que la politique. Parlez aux gens, parlez-leur de leurs problèmes, ce que vous allez faire. Mais arrêtez de dire lui, il est mauvais, lui, il est bon. On laisse Catherine Moreau aller jusqu'au bout. Voilà, un peu de bienveillance. Je suis tout à fait bienveillant. Je dénie ce que vous dites. C'est pas correct. Je pense que malheureusement, ce qui lui donne des ailes le lundi, c'est en partie ça. Et ça, c'est dommage. Et c'est là où je dis pourquoi est-ce qu'il serait lui tout d'un coup le formateur. Et justement, du coup, je reviens sur ce que vous avez dit, vous, Monsieur Deleu, c'est... En fait, effectivement, Défi peut tout aussi bien prétendre à ça. Et donc, quelque part derrière ce qui s'est passé lundi, il y a peut-être effectivement une espèce de bagarre pour le centre et pour le leadership du centre qui se joue. Et peut-être Écolo en fait-il partie aussi. Moi, je voudrais parler du PS. Parce que donc, on enregistre vendredi après-midi cette émission. Vendredi soir, il y a un congrès du PS bruxellois. Alors là, qu'est-ce qui va en sortir? Est-ce que le déclencheur Lutgen et les déclencheurs précédents, SAMU Social et autres, vont faire voter ce décumul intégral partout? On voit qu'à Charleroi, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'à Bruxelles, ce sera le cas? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, dans ma section, tout d'abord, on a voté. Donc à Molenbeek, voilà, à Molenbeek, on a voté. Les résultats, c'est à peu près 60% pour le décumul intégral. Donc, c'est la position que porteront nos délégués ce soir au bureau, au congrès de notre fédération, contre 25% qui ont voté pour l'autre formule qui, je le rappelle, est aussi une formule de décumul, mais centrée sur l'aspect financier, donc décumul des revenus et pas des fonctions, des mandats, et 5% d'abstention. Et donc, nous porterons cette voie-là. Alors, vous dire qu'il y a 19 sections qui vont venir chacune avec les résultats de leurs assemblées générales et qu'il y aura encore un débat. Donc, vous dire ce qui va arriver ce soir, je ne peux pas le prévoir, je ne le sais pas.
Ça va être juste, en tout cas. Mais de toute façon, au moment où les gens nous regardent... Je ne suis pas sûre. Je crois entendre qu'il y a une forte demande de nos militants sur le décumul on a entendu intégral. dans des communes comme Bruxelles-Ville, par exemple, c'était 50-50. Mais on verra bien, parce qu'au moment où on passe l'émission, vous, chers téléspectateurs, vous le saurez. Alors que nous, on ne le sait pas. Nicolas De Decker, là-dessus, une petite conclusion avant de passer à la crise. Il est fort probable que ce soit la proposition B, donc des cumuls financiers qui soient adoptés à l'échelle du parti. Et c'est un nouveau pas vers le suicide pour le Parti socialiste. Voilà. Ça, ce sera le 2 juillet. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Alors, la crise, elle est là. C'est le chaos dans les gouvernements, dans les parlements. Il y a même les syndicats wallons, à certains moments, qui appellent à la grève. Et pendant ce temps-là, on craint que certains dossiers restent à quai. Exemple, dans les écoles, Michel Gaillard, Thierry Duboquet. On s'applique dans cette classe de 2e maternelle. À quelques jours de la fin de l'année, certains ont déjà la tête en vacances. Mais derrière cette apparente tranquillité, le déroulement de la rentrée prochaine risque, lui, d'être perturbé. On espérait recevoir à peu près une quinzaine d'emplois pour renforcer l'encadrement en maternelle. On espérait avoir 5 emplois plus ou moins en staff administratif pour décharger les directions d'école pour que justement ils redeviennent des leaders pédagogiques. Car ces moyens prévus à Schaerbeek font partie d'un ensemble de 1100 recrutements décidés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont 3 à 400 pour la capitale. Décision qui, pour être effective, demande que le gouvernement et le Parlement se réunissent et approuvent des textes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce député fait la liste des autres dossiers qui, du coup, restent en attente. La correction du décret sur les titres et fonctions. Il y a les moyens pour soutenir le travail des directions d'école. Il y a tout le nouveau cours de citoyenneté et de philosophie pour le secondaire. Il y a le décret sur les allocations d'études supérieures qui doit être corrigé pour le rendre plus équitable. Les écoles s'adaptent, mais elles rappellent que durant l'été, les directions seront absentes. Donc maintenant, le dernier espoir qui reste, c'est d'avoir des bonnes nouvelles à la rentrée administrative le 21 août pour pouvoir mettre en œuvre 1er septembre, 15 septembre, à la limite au 1er octobre. Mais si tout reste bloqué, je crains qu'on perde une année scolaire. Certaines communes nous ont confié anticiper les renforts par des avances sur fonds propres. À Schaerbeek, qui accueille quelques 10 000 élèves, encadrés par 900 professeurs, on n'en a pas les moyens. Alors, Pauline Meunier, vous présidez une union des étudiants. Alors, est-ce que justement, vous voyez ça d'un bon œil ou d'un mauvais œil, cette crise ? Les deux, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui regretteront Jean-Claude Marcourt à l'enseignement supérieur. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a des grosses réformes. La réforme des profs, qu'on appelle la FIE, la réforme des bourses, des allocations d'études. C'est vrai qu'il y a des réformes où ça va bloquer et c'est assez gênant au niveau du timing que tout ceci ne soit pas mis en place au niveau de la rentrée du secondaire, de l'obligatoire, mais aussi du supérieur. Donc c'est vrai, et ça c'est factuel, qu'il y aura un retard au niveau des réformes, et c'est handicapant. Maintenant, je pense aussi que on est arrivé à un point où, si on était parti pour encore 2 ans de blocage et de difficulté d'obtenir des résultats au sein de la majorité, vu que de toute évidence c'était aussi un des éléments au sein du gouvernement de la Communauté française, je suis pas sûre qu'à long terme ou à moyen terme, dans ce cas-ci 2 ans, c'était une bonne chose de maintenir un gouvernement qui aurait pu continuer à freiner des cas de fer ou avoir des grosses difficultés pour avancer. Donc à court terme, je suis tout à fait d'accord que pour les étudiants, c'est très handicapant. Alors pour être juste, Pauline Meunier, il faut dire que vous êtes militante du CDH, donc c'est un peu, votre position n'est pas facile dans cette histoire-là. Tout à fait. Donc, parce que où est-ce que ça bloque au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Parce que c'est vrai qu'on le dit du côté du CDH, du côté du PS, on dit rien ne bloque, tout va bien. Alors Catherine Moreau, où est-ce que ça bloque ? Est-ce que ça bloque à certains endroits ? Moi, sincèrement, l'enjeu de cette législature, je pense, c'est les 200 millions du pacte d'excellence. C'est tout ce chantier lancé par Joël Milquet à l'époque, qui a réuni des espoirs fous, qui a travaillé sur tout, qui a tout remis à plat, qui a obtenu effectivement des compromis sur un nombre de choses incalculables et pour lequel au moins 3 réformes sont aujourd'hui très menacées d'ici à la rentrée. Donc moi là je ne comprends pas, je pense que le travail effectué a été colossal, que les attentes des acteurs sont majeures. Alors Michel Deherdt qu'on a entendu tout à l'heure, il a en grande partie raison, il y a plein de communes qui n'ont pas pu se préparer, il y a aussi sur d'autres chantiers à l'inverse, beaucoup de choses qui ont été préparées et qui devraient être défaites si jamais on ne fait pas voter toute une série de textes. Je pense que c'est de
l'aventurier. C'était aventurier la décision. Mais il y a quand la même décision aujourd'hui. Oui, mais le Parlement peut voter des textes. Le Parlement pourrait voter des textes. Mais vous pourriez trouver des majorités alternatives sur certains textes. Très sincèrement, alors là, je vais vous donner un éclairage du point de vue parlementaire. Nous, on ne sait pas où on en est. Je vais vous expliquer pourquoi. Mercredi, j'étais en commission des affaires sociales et de la santé de la commission communautaire commune. On y votait un texte qui impose un moratoire sur les agréments de maisons de repos et de soins. C'est un texte important pour pouvoir planifier, programmer l'ouverture de lits en région bruxelloise. Le CDH était absent. Alors, le texte a été voté. Le texte a été voté sans lui. Mais attends, je veux continuer. Oui, non, mais je veux continuer. Ça ne s'arrête pas là. Le mercredi midi, le CDH réclame qu'on ne travaille plus dans les assemblées jusqu'à ce que la crise soit résolue. Nous n'étions pas, toutes les évaluations des décrets. Nous n'étions pas en faveur de cette mesure. Le lendemain, ils ont changé d'avis. Moi, la semaine prochaine, je ne sais pas ce qui se passe au niveau parlementaire. Donc on verra. Et moi, la seule chose que je souhaite aujourd'hui, très sincèrement, c'est que cette crise, elle soit la plus courte possible, quelles que soient les décisions qui sont prises. Dites-moi alors pourquoi Rudy Demotte a annulé les discussions sur le non-marchand. Opaline Meunier dit Jean-Claude Marcourt a fait pareil. On a l'impression que c'est pas le même CDH à Bruxelles et en Wallonie et que c'est pas le même PS à Bruxelles et en Wallonie. Ça, c'est un peu l'ambiance que Arnaud Pinksteren. qu'on ressent ce vendredi matin. Ce vendredi matin, on avait plénière du Parlement francophone bruxellois. On sentait une ambiance particulière. On savait plus très bien qui était de la majorité de l'opposition. En commission environnement, le mardi, c'était la même chose. Et donc, bon. On doit avancer, on a cité une série d'enjeux, il y en a encore plein d'autres, il faut avancer et si les gouvernements et les partis de la majorité n'arrivent pas à trouver de solution, ça sera aux parlementaires d'avancer, d'user de leurs droits, de leur capacité, de leur pouvoir législatif pour faire avancer les choses. C'est peut-être une occasion fantastique. Fantastique, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, c'est une occasion de montrer aussi sur les fondements de notre démocratie qui sont quand même les parlements. Oui. Marcel Sell, un dernier mot là-dessus. Dire une chose qui est assez bizarre, c'est que finalement, au départ, la crise, elle a lieu, alors il dit pour le SAMU social, mais c'est plutôt au niveau wallon que la crise visiblement a lieu, et c'est au niveau wallon qu'elle peut se résoudre très facilement par un accord MR-CDH, mais donc à la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui n'est pas la Wallonie, et à Bruxelles, qui n'est pas la Wallonie, le fait que les partis, que ce soit les mêmes partis et les mêmes personnes qui décident, font qu'au lieu d'avoir un vrai fédéralisme où dans chaque région on a ces partis, on a finalement une espèce de machin bizarre où le MR par exemple s'est plaint de ne pas être dans les majorités wallonnes et a dit si c'est comme ça je vais au fédéral avec la... Donc c'est complètement absurde comme situation. Sylvie Losberg. On devrait séparer les régions. Moi, je trouve que c'est vraiment important ce qui vient d'être dit sur le rôle des parlementaires et du Parlement. On est quand même dans un pays où finalement c'est souvent l'exécutif qui décide des dossiers et que les parlementaires portent des dossiers qui sont finalement rédigés par l'exécutif. Donc que le Parlement reprenne la main, je pense que c'est indispensable parce qu'effectivement il y a déjà des textes qui sont dans le pipeline et qu'il faut les signer. Ils peuvent aussi reprendre des décrets qui ne sont pas encore finalisés et les porter eux-mêmes. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et pour revenir sur la question du millefeuille, la symétrie entre les régions... Je crois que c'est vraiment ça que Écolo demande, c'est-à-dire qu'on fasse un peu de la simplification et qu'on arrive finalement à rendre les choses plus performantes, plus lisibles aussi pour les lecteurs. Comment est-ce que la population peut comprendre ce qui est en train de se passer si on ne fait pas vraiment, je dirais, une mise à plat des institutions? Et je crois que ça peut donner une revivification de la démocratie et tout le monde en a vraiment besoin. Moi, j'ai peut-être une solution. C'est comme Benoît Ludgen, on a vu au début de la semaine, c'est un peu considéré lui-même comme le formateur de ses futurs gouvernement, mal lui en pris parce que du coup il a dégusté du côté des filles et du côté écolo. Donc il attendait finalement que chacun fasse une liste de doléances. Alors je vous propose notre propre liste de doléances. J'en ai mis quelques-unes là, de la neige à Noël, du soleil le 21 juillet, l'interdiction stricte de la pauvreté, un bol d'air pur pour chaque citoyen à Bruxelles, la fin des embouteillages. On peut aussi penser à un RER complet dans les 15 jours, très très vite. Olivier Minguin a demandé un règlement du survol par exemple. Et un grand stade pour ouvrir l'Euro 2020 ou encore l'arrêt
pure et simple du cancer. Est-ce que vous aussi, vous avez une idée de doléances que l'on pourrait... On va commencer par les experts d'abord. Opaline Meunier, est-ce qu'on peut commencer par vous? Est-ce que vous avez une idée de doléances à faire à Benoît Lutjens? Qui se dépêche. Je crois que, parce qu'en effet, je crois que cette crise doit être la plus courte possible et il va falloir, je pense... Dépêche-toi, Benoît. Dépêche-toi, Benoît. Voilà. Marcel Sel. Moi, je vais vous étonner, en tant qu'athée, je voudrais un carillon dans chaque église. Parce que les carillons, c'est joli comme tout. Quand on va à Bruges, on entend un carillon. À Namur aussi. C'est une demande, à mon avis, pas trop dure. Voilà. Ça, ce ne sera pas trop dur. Non. Sylvie Losberg, votre doléance. Moi, je trouve que Benoît Lutjens devrait changer le nom de son parti et s'appeler le CD-Dash, parce que Dash lave plus blanc, et alors il pourrait aussi relire... Attention, et en plus... à tonnelette de Dash contre 2 barilles de poudre. Donc je pense qu'il devrait s'inspirer de Coluche. Voilà. Alors, vous, Nicolas de Decker, moi j'en ai 2 en tête. Je voudrais d'abord qu'il convainque Tanguy Morriconi, gardien de but, de re-signer à l'Olympique de Charleroi, dans son équipe. C'est une bonne idée. Et puis je voudrais qu'il arrête d'embêter Opaline et de l'obliger à la forcer à venir sur Bruxelles. Et du coup, si en plus ça marche, les carillons. Voilà. Catherine Moreau, vous, quelle est votre doléance? Moi, je reste un peu sur la discussion qu'on a eue juste avant. Je lui demande simplement de permettre au Parlement de travailler. Et vous, Arnaud Pinksteren? Oui, c'est particulier parce que j'ai l'impression d'être en plein pèlerinage à Bastogne, mais donc donc je dirais 2 choses. Je dirais d'abord du courage, parce que le courage, c'est pas de débrancher la prise. Hein. Le courage, c'est d'aller de l'avant, de prendre des décisions courageuses. Et en matière de gouvernance, de démocratie et de pratique politique, je pense que c'est pas gagné dans son parti non plus. Et donc moi, je lui demande de faire preuve de courage. Et puis je lui demande accessoirement aussi, en tant que député bruxellois, qui donne aussi un petit peu de courage à la ministre de l'Environnement pour vraiment faire en sorte que la qualité de l'air à Bruxelles s'améliore. Bon, alors, juste avant tout ça, juste avant ce choc Lutjens, il y a eu Uccle. C'est pas facile à dire ça. La démission d'Armand de Decker ce week-end. Il ne sera plus jamais bourgmestre d'Uccle. Les Uclois accueillent l'info plutôt avec distance. Écoutez-les. Je ne comprends pas qu'un homme aussi intelligent soit tombé si bas. Voilà. Vous lui laissez le bénéfice du doute ou vous pensez qu'il y a vraiment un souci? Écoutez, je ne fais pas partie de la commission d'enquête et je pense que c'est à eux de décider et de voir. Il y a toujours évidemment le doute. C'était un peu débile parce qu'en fait, il aurait dû un peu mieux gérer en fait pour qu'il puisse rester. Moi, je trouve que c'était bien ce qu'il faisait, mais après, il a démissionné. On s'attendait à ce qu'il démissionne de façon beaucoup plus rapide, un petit peu comme Yvan Mayer l'a fait. En fait, une fois que le scandale éclate, je crois qu'il faut prendre ses responsabilités et s'effacer, quoi. Il est très aimable, très gentil. Évidemment, tout ce qu'on dit sur lui, est-ce vrai, est-ce faux? Je n'en sais rien. De toute façon, je pense que les politiques en Belgique sont tous pareils, que ce soit de droite, de centre ou de l'autre côté. Et aujourd'hui, le climat de confiance est rompu avec toutes les affaires qui sont en cours. Et moi-même qui suis citoyen bruxellois, demain je devrais voter, je ne sais même pas pour qui je dois voter. Alors, le Cloître de service, c'est Marcel Sel. Oui. Donc, voilà, cette démission... Je suis parachuté à Uccle. Trop tôt, trop tard, cette démission? Oui, alors ça, on pourra en discuter, pour moi, beaucoup trop tard. Et puis, de toute façon, c'est une pure démission de forme, puisqu'il est toujours député. Il a même vice-présidé, il a même présidé le Parlement bruxellois, ou une commission, c'était cette semaine, je pense. Donc voilà. Mais ce qui se passe, c'est que c'est assez amusant, la suite. Parce que du coup, Uccle est en fait en vase communicant avec la région bruxelloise. Et pourquoi? Tout simplement parce que Didier Reynders est arrivé à Uccle et il s'est un petit peu bombardé futur bourgmestre d'Uccle au cas où il ne réussirait pas à devenir ministre-président bruxellois. Mais il y avait Boris Diliès et Marc Kohls qui étaient depuis très longtemps au travail à Uccle et qui avaient envie, tous les deux évidemment, d'avoir une promotion dans leur carrière. Tout à coup, ils voient arriver Didier Reynders. Alors ce qui s'est passé, c'est que Didier Reynders, ayant plus ou moins l'assurance d'avoir la tête de la section bruxelloise, donc de la région bruxelloise du MR,
Du coup, il est moins intéressé par Uccle et la bagarre, finalement, se fait démocratiquement par le vote des militants entre Boris Diliès et Mark Coles. Donc, finalement, on revient à une situation normale et démocratique et saine. Et ça aura lieu ce soir, donc ce samedi soir. Alors, Nicolas de Decker fait partie des fossoyeurs d'Armand de Decker. D'abord, vous portez le même nom. D'abord, je tiens à dire que je n'ai aucun lien de parenté avec ce grand nom de la politique belge. Oui. Néanmoins, je ne pense pas y avoir spécialement participé. Marcel a tout dit comme d'habitude, en ce sens qu'effectivement c'est une démission qui est en trompe-l'œil, puisqu'il reste député bruxellois, c'est-à-dire qu'il conserve la majeure partie de son revenu. On me dit même, un peu méchamment, que quand on me rappelle même que quand on démissionne, on ne perçoit pas, on ne perçoit pas son indemnité de sortie si on démissionne. C'est correct, ça a été changé récemment. Il ne démissionne donc pas. Donc au terme de la législature, il aura accès aux droits qui sont ceux de tout parlementaire. Et donc c'est assez amusant. Autre remarque que je peux faire en tant que Wallon, je découvre un peu la section MR-Duc. Somme toute, elle n'a pas grand-chose à envier à la Fédération liégeoise du Parti Socialiste. Arnaud Pinksteren, pour vous, est-ce que là aussi, on n'a pas été assez loin du côté du MR ? Parce que, apparemment, il a été forcé à démissionner. Oui, ça c'est étonnant. Présomption d'innocence, etc. Mais je pense qu'il y a quand même un moment où, éthiquement, il faut faire un pas de côté. Ça a été très tardif et partiel, comme ça a été dit. Ce qui me frappe, c'est que dans le chef d'Armand de Decker, mais on peut citer d'autres exemples, c'est cette difficulté à prendre conscience en fait du préjudice qu'on porte à l'institution qu'on représente, communale ou parlementaire, lorsqu'on est impliqué de cette façon-là et mis en examen, en tout cas vraiment soupçonné d'une série de faits. Et donc je pense que ça grandit les hommes ou les femmes de faire un pas de côté. Je pense par exemple à Yvan Mayer qui effectivement a démissionné de son poste de bourgmestre, mais qui est toujours président de Vivaqua, une entreprise publique qui compte plusieurs centaines. Pour vous ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inculpation, donc il n'est pas obligé de le faire. Nous ne le réclamons pas. Mais on pense qu'il serait moralement, éthiquement souhaitable, effectivement, que aussi pour ce type de mandat-là, il fasse un pas de côté, clairement. Et donc ça doit être quelque chose de beaucoup plus systématique, selon moi. Catherine Moreau, Yvan Mayer doit quitter Vivaqua ? Permettez-moi d'abord de répondre aussi sur Armand de Decker, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je voudrais juste vous dire qu'Armand de Decker, c'est quand même magnifique. Armand de Decker, c'est quand même magnifique parce que c'est le premier décumul du MR. Il quitte sa fonction de bourgmestre pour sa fonction de député. Il a choisi, lui. Voilà. On attend le premier au niveau du Parti Socialiste. C'est pour vous dire que c'est effectivement tardif, c'est effectivement incomplet, et j'ajouterais que, étant donné le timing, juste l'avant-veille de la déclaration de Benoît Ludgen, ça la pourrait aussi être politicien. Voilà. Maintenant, pour répondre sur Yvan Mayer. C'est trop tard de toute façon. Bien sûr que c'est trop tard. J'ai commencé par dire tardif, monsieur Sell. Je vois que vous voulez me contredire. J'ai commencé par dire tardif. Je voudrais avoir la réponse sur Yvan Mayer. Je vais répondre sur Yvan Mayer. Je pense que les faits qui sont reprochés à Yvan Mayer et Pascal Perretta, je crois qu'on ne peut pas rester simplement à des noms de personnes et à une personnalisation des choses. Je crois que ce sont les faits qu'il faut juger et qu'il faut s'assurer qu'ensuite les mêmes faits faits par d'autres personnes encourraient les mêmes sanctions. Et donc moi je fais confiance aujourd'hui à la commission de vigilance de mon parti qui va décider s'il faut ou pas exclure Yvan Mayer et Pascal Perretta, et il découlerait logiquement d'une exclusion si elle advenait qu'ils ne pourraient plus siéger là où on l'a dit. Mais donc, je pense que c'est très important de garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas uniquement de lyncher des personnes et de personnaliser, mais qu'il faut bien s'occuper des faits. Et si on s'occupe des faits, je voudrais revenir un instant sur Armand de Decker, les faits qui concernent Armand de Decker sont des faits qui relèvent de plusieurs millions d'euros probablement, et pas des dizaines de milliers. On est dans une autre échelle. Et en ce qui concerne la qualification, au-delà de l'enrichissement personnel qui est reproché à Yvan Mayer et Pascal Perretta, on est dans autre chose au niveau d'Armand de Decker, et les citoyens l'ont très bien compris. C'est quelque chose de flou, c'est quelque chose de pas clair pour eux, mais il y a autre chose. C'est cette notion de trafic d'influence, c'est cette question. Je n'excuse pas, je n'excuse rien. Non, l'un n'excuse pas l'autre. Ce sont deux cas. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ici, on parle d'Armand de Decker. Oui, je n'excuse rien. J'appelle
j'appelle à ce que les sanctions, elles soient correctes, elles soient légitimes, elles soient en phase avec les faits. Et je veux dire, je partage pleinement ce qu'Arnaud a dit, il a fait du mal à ces institutions et il a fait bien plus que du mal à ces institutions puisqu'il fait du mal à notre démocratie de manière évidente. Concernant la séparation des pouvoirs, le trafic d'influence est une des choses les pires qui puissent exister. Et même si les citoyens ne savent pas nommer ce que c'est, ce n'est pas quelque chose d'innocent. Alors, est-ce qu'il ne faut pas faire la différence, Catherine Moreau, est-ce qu'il ne faut pas faire la différence entre un trafic d'influence qui est suspecté et de l'argent touché qui est reconnu? Donc, est-ce qu'on peut vraiment se dire, on a l'impression que le PS s'est réglé au niveau d'Yvan Mayer, parce qu'il va être expulsé, voilà, donc c'est réglé, la problématique est réglée. Du côté des filles, on a dit aussi le cas Milquet, ils ont pointé d'autres cas aussi, un peu dans tous les partis. Est-ce que le cas Armand de Decker est vraiment le seul cas le plus important pour vous? Je pense qu'on a... Non, c'est pas ça, vous m'avez demandé de réagir dessus, donc j'ai réagi dessus de manière complète. Alors... Pas plus que sur autre chose, c'est ça que vous voulez dire. Non, ce que je veux dire, c'est que, attention, et là de nouveau, un citoyen nous le disait, nous ne sommes pas les commissions d'enquête. Il y a une commission d'enquête dans chacun des deux cas qui se réunit et qui travaille. J'espère de tout cœur, j'appelle et je pense que ces commissions d'enquête vont faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Arnaud Pinkston. Oui, mais je crois que ça montre la diversité des cas de figure, et c'est pour ça que Écolo n'est pas venu avec 3 propositions et 3 demandes. On est venu avec une vingtaine de demandes qui vont d'une commission de déontologie pour rencontrer le cas de Decker et les conflits d'intérêts, à des questions de décumul, à des questions de démocratie directe, mais aussi à des questions de réorganisation de la région bruxelloise, du lien entre les ASBL, du lien entre communes et régions. Et donc, on se rend bien compte que ce n'est pas une solution miracle qui existe et qui doit être mis en place, c'est un faisceau de solutions, et c'est pour ça que nous avons ces exigences qui sont nombreuses, certes, mais toutes nécessaires. Alors on doit passer à nos autres sujets. Je suis désolé, Catherine Moreau. Vous avez bien eu la parole, et qui sait, peut-être les têtes d'affiche dont on va parler maintenant, ça vous donnera l'occasion de rajouter un mot sur le sujet sur lequel vous voulez revenir. Donc c'est 4 visages de personnalité que je vais vous présenter à tous les deux, et vous allez choisir celui qui vous inspire, et on commence par vous, Catherine Moreau. Il y a d'abord Jean-Luc Van Raas, qui a dû démissionner de son poste de président du CPS d'Uccle. Il y a le chef de gare de Bruxelles Centrale, Jean-Michel Michel, qui a sonné l'alarme. Mélanie Anglebin, la patronne du restaurant Cécilia, qui ferme fin août et qui avait fermé sa porte à Mayer. Et Isabelle Durand, qui a connu son dernier conseil communal à Scarbeck. Alors votre choix, Van Raas, Jean-Michel Michel, Mélanie Anglebin ou Isabelle Durand? Jean-Luc Van Raas. Oui. On reste dans la commune de Marcel-Celle. Oui. Oui, et là, on est aussi donc sur un cas qui n'est pas prévu par notre législation actuellement, mais où il y a manifestement, je vais carrément dire ici, c'est un oubli. Je ne sais pas si Arnaud a envie de corriger ça, mais je pense que c'est un oubli, puisque ce qu'on a fait en région, on aurait dû le faire en commission communautaire commune, on ne l'a pas fait. Cette incompatibilité entre fonctionnaires dirigeants d'un OIP et président de CPS. Et ici, ça c'est vraiment pour moi une illustration magnifique de croire que finalement les politiques de droite vont être meilleures ou les politiques de gauche moins éthiques. Ici, on a quelqu'un du VLD, il doit choisir entre président d'un CPS et gagner 300 000 € dans un OIP. Il choisit évidemment l'OIP. On a une petite pensée quand même pour Serge Villain aussi, qui est à la tête de la SRIB et qui n'est pas tout à fait blanc dans cette histoire. Il n'est pas dans ma liste de visages. Mais je dirais que quand Stéphane Moreau a dû choisir entre le poste chez Netis et le poste de bourgmestre, il a aussi choisi le plus intéressant financièrement. Alors vous, Arnaud Pinkston, on va vous présenter d'abord Anne Water, c'est les Belgian Cats, ce sont les basketteuses belges qui font des merveilles. Étienne Noël, qui peut cumuler, lui, Eschwin Scarbeck et série B. Le ministre flamand Ben Waits, qui a défendu la deuxième cuisson des frites. Et enfin, Momo le héros, qui a empêché le terroriste de remonter dans un train mardi soir à la gare centrale. Alors, qui choisissez-vous, les Belgian Cats, Étienne Noël, Ben Waits ou Momo le héros? Alors, je vais prendre un thème un peu plus léger, enfin léger, je ne sais pas, mais en tout cas plus sportif, les Belgian Cats, parce que je trouve... ça me permet de rebondir, le jeu de mots est facile. Bon, d'abord, j'adore le basket, mes enfants en font, etc. Et je me rends compte à quel point les infrastructures et le travail qui est fourni derrière ce sport, l'encadrement des jeunes, les performances de ces jeunes est ignoré.
Et il y aurait, en termes de subsides, en termes d'infrastructures, vous avez cité là tout à l'heure le grand stade qui va coûter des millions, et à côté de ça, le Brussels pleure pour avoir une salle digne de ce nom en région bruxelloise. Donc je pense qu'il est vraiment essentiel de travailler aussi à l'émergence de tous ces sports, et l'émergence, c'est même pas l'émergence, c'est à la reconnaissance de tous ces sports, et notamment ici, ces ambassadrices de l'excellence belge en matière de basket doivent vraiment être mises à l'honneur. J'espère qu'elles trouveront une réponse publique aussi dans justement ces investissements renforcés en matière d'infrastructure et d'encadrement. Je sens que Catherine Bourreau aurait aimé aussi parler de ces basketteuses. Alors, mardi soir, c'était panique dans le centre et attentat raté. Retour sur cet épisode terroriste, reportage Nicolas Francom, Jérémy Audouard et Marine Hubert. 21h15, le périmètre de sécurité se met en place. L'explosion vient de se produire. À l'intérieur de la gare, plusieurs agents de la SNCB se retrouvent face à l'assaillant. Il a crié à l'arme à pas et là il a fait exploser la petite valise qu'il avait à côté de lui. Là, à ce moment-là, moi, j'étais derrière les murs, donc je suis redescendu pour aller prévenir mes collègues par radio et tout ça, de faire évacuer la gare. Il était juste derrière moi, à 2 mètres derrière moi. Il est arrivé en bas, il a contourné la colonne, il est allé chez mon collègue qui était dans le bureau pour faire interrompre la circulation ferroviaire, toujours en criant. Et puis il est ressorti, il est reparti vers le fond du quai, et puis on ne l'a plus. Après l'explosion, j'ai entendu mon collègue qui criait bombe, bombe, bombe. Bon, à ce moment-là, un peu paniqué, enfin bon, j'ai vu le type, je sais pas, disons que, je crois que, oui, j'ai voulu téléphoner à ce moment-là, mais j'ai vu le type arriver sur le côté. Bon, et là, je l'ai vu qui marmonnait, tout ça, à la barre et tout ça. Et là, j'ai commencé à paniquer. Là. Puis, bizarrement, il a fait marche arrière et il est retourné d'où il venait. L'homme se précipite alors vers une patrouille de militaires qui ouvre le feu. L'assaillant est abattu. En quelques minutes, la gare est évacuée et la circulation des trains et des métros interrompue. À l'extérieur, un mouvement de foule se propage. Policiers et militaires bouclent le quartier. Il y a eu un mouvement de panique, tous les clients étaient apeurés, sont venus nous demander quoi faire. Donc on les a évacués jusqu'à la grande place et là j'essaye d'en récupérer quelques-uns qui sont en sécurité. Dès hier soir, le parquet parle d'un acte terroriste. Toute la nuit, la gare et ses alentours resteront placés sous haute sécurité. Je crois, Nicolas de Decker, qu'on se souviendra de ce mardi soir. En tout cas, ceux qui se baladent dans Bruxelles ce jour-là. Ce jour-là, incontestablement, heureusement, on s'en souviendra moins dès lors qu'il n'a pas fait d'autres victimes que le cinglé qui a amené cette valise pleine d'explosifs dans la gare centrale. Ce que je voudrais dire sur ce sujet qui est un sujet d'une gravité gigantesque, on a beaucoup parlé ici de politique, c'est afficher tout mon dégoût pour les gens qui font de la politique à partir de ces événements-là. Et notamment envers ceux qui ont passé plusieurs jours à justifier la présence des militaires en rue par le fait que leur présence aurait permis d'éviter cet attentat. C'est absolument tout le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que ce qui a évité cet attentat, c'est le crétinisme de ce terroriste. Ce ne sont pas les dispositifs de prévention dure d'attentats terroristes. Alors il est heureux que les militaires se soient trouvés sur les lieux et neutralisé, comme on dit par euphémisme, ce terroriste, mais ils n'ont pas permis ou évité ou empêché qu'il commette son acte. Si sa bombe était correctement fabriquée, ça explosait. Hein, et donc il faut se réjouir du fait que c'était un débile. Ça nous permet aussi de dire que la plupart des gens qui se lancent dans ce genre d'aventure, contrairement à ce que nous aimons nous tous dire, ils sont très forts, c'est des Robocop, c'est des génies du mal et tout, c'est souvent des perdus, des idiots de village, comme dirait mon père. Des minables du mal. Et ici on en a la preuve éclatante et je veux dire pas trop dramatique. Marcel Sell. Ce que j'avais dit il y a quelques mois, c'est que en fait, comme ils n'ont plus les moyens, notamment de s'entraîner ou de sélectionner même les gens ou d'aller s'entraîner en Syrie et de revenir, ça servait à quelque chose. Ils n'ont plus d'argent, donc effectivement, on sent les effets de toute la pression qui se trouve là-bas. Et je voulais dire juste autre chose, c'est que les deux débats n'ont en fait rien à voir. La présence des militaires en rue et leur utilité dans le cas d'un exemple d'attentat sont deux choses qui sont complètement, effectivement différentes. Mais on est tenté, si on
surtout sur les réseaux sociaux, on est tenté de défendre l'une ou l'autre thèse et de prendre le premier exemple qu'on a comme preuve d'une chose ou du contraire. Sylvie Losberg. Oui, je pense qu'effectivement, il ne faut pas justifier la présence des militaires en rue parce que ici l'attentat a été raté. Mais ce qu'on remarque quand même, c'est qu'il y a une modification dans le profil aussi de ces terroristes. Hein. Il agit tout seul, il fait ça n'importe comment dans sa chambrette. Et donc, sans doute qu'il y a aussi de la part de Daesh une volonté plus de visibilité que d'efficacité de l'attentat. Très clairement, ça a quand même un impact. Je veux dire, on était au centre-ville, je veux dire, voilà, ça marche. Donc, je pense que c'est ça, c'est important de voir cette modification. Ils ne revendiquent pas les attentats ratés. Hein. Ils sont quand même... Non, mais parfois, ils revendiquent des attentats qu'ils n'ont pas commis aussi. Ouais. Arnaud Pinksteren. Oui, alors, quelques considérations. D'une part, ça rappelle que le danger est toujours là, et donc, c'est pas réjouissant. Ça, c'est une première considération. La deuxième, c'est sur les militaires en rue. Je partage ce qui a été dit. Moi, je continue à ne pas m'habituer à cette présence. Pour moi, on pallie à un manque d'effectifs policiers par des militaires. Oui, mais ça pourrait être des policiers aussi. Et donc, ça, c'est leur mission. Il faut 2 ans, 3 ans avant. Et donc, c'est une des conclusions votées à l'unanimité du rapport fédéral en la matière. C'est effectivement qu'il faut renforcer le cadre, former tout. Ça prend du temps. Et donc, qu'on affirme que c'est effectivement une situation temporaire, c'est quelque chose qui me convient mieux que l'expression qu'on a eue cette semaine en disant, ben voilà, il faut des militaires parce que pour nous protéger. Or, ces militaires, effectivement, ont neutralisé, comme on dit, pudiquement, l'assaillant, mais n'ont pas permis de prévenir l'acte. Et donc là, il y a quand même encore une réflexion à avoir sur la traçabilité de personnes qui agissent en loup solitaire. Et ça continue vraiment de m'inquiéter très fort. Mais Catherine Moreau, c'était encore quelqu'un de Molenbeek. Est-ce que vous croyez que ça ajoute encore à l'image négative de la commune ? Je crois que l'image est déjà tellement négative que finalement les gens se disent « Ah ben oui, comme d'habitude », mais les gens ne changent plus de position à mon avis aujourd'hui avec ça. Non, parce que la bourgmestre a dit qu'il était quand même passé par Uccle. Ah bah c'est bien, voilà. Oui, j'ai pas lu cette déclaration. Mais permettez-moi de m'exprimer un instant sur le sujet. D'abord, je voudrais saluer le travail qui est important, qui est réalisé par les militaires. Je voudrais saluer le travail important des services de police aujourd'hui. Et je voudrais saluer les gestes courageux d'une série de héros qu'on a vu. On en a vu 2 tout à l'heure, il y en a une série d'autres. Et je voudrais repartir de ça. Il y a quand même une chose magnifique qui est en train de se passer, c'est que je pense le gouvernement fédéral confond sans cesse la posture sécuritaire et la politique sécuritaire. En termes de posture, effectivement, les militaires dans la rue, c'est magnifique. Fouiller toutes les ASBL, mettre tout le monde sur le même pied, faire des listes extraordinaires, c'est magnifique. En termes d'efficacité, c'est-à-dire de politique sécuritaire, c'est beaucoup plus critiquable. Alors, loin de moi l'idée de dire que les militaires dans la rue ne font que partie d'une posture, parce que bien sûr qu'il y a aussi quand même des effets positifs de ceci. Donc il y a un tout petit peu probablement d'efficacité, mais ça a été bien démontré par les experts. Ce qui nous a sauvés mardi, moi, je ne dirais pas le crétinisme de la personne parce que je ne la connais pas, je ne sais pas, mais en tout cas, certainement la chance que cette bombe n'ait pas explosé. Voilà, la chance que cette bombe n'ait pas explosé est ce qui nous a sauvés mardi. Je ne connais pas, moi, la qualité des explosifs, etc., etc. Je ne sais pas qui l'a réalisé, mais nous avons eu de la chance mardi. Ce n'est effectivement pas le signe d'une redoutable efficacité des dispositifs mis en place. Et donc, je me dis quand même que alors que toute une série de polices de proximité demandent plus de moyens, que c'est là un moyen pour renouer avec de la cohésion sociale dans les quartiers, que d'avoir une vraie police de proximité qui connaît les habitants, qui est capable de discuter avec eux, qui a leur confiance. J'aimerais véritablement qu'on pèse chaque euro investi, et je pense que si on pèse chaque euro investi, on en investit davantage dans la police de proximité pour plus d'efficacité que dans les militaires dans la rue. Je vous propose de passer à nos coups de cœur, parce que c'est déjà pratiquement la fin de l'émission, et on va commencer par le coup de cœur surprise de Nicolas, parce qu'il n'a rien voulu en dire, donc on l'écoute. C'est quoi le coup de cœur ? J'ai longuement cherché un coup de cœur. La semaine n'avait pas été joyeuse, et je trouvais, et donc j'ai décidé de faire un geste et de
afficher toute l'admiration que j'ai pour vos chemises, Jean-Jacques. qui nous démontre chaque semaine à quel point l'industrie textile a atteint des degrés de technicité qui réconcilient avec le progrès. Et je trouve vraiment que je m'en serais voulu de ne pas l'avoir signifié. Je n'ai pas eu tort de le qualifier de flamboyant au début de cette émission. Mon style est infiniment moins flamboyant que vos chemises. Sylvie Losberg, vous-même, c'est un peu... D'abord, vous avez les mêmes genres de couleurs que moi. Et en plus, vous allez parler de design, de style d'une jeune femme extraordinaire. Dans la métaphore textilienne, puisque je voudrais mettre à l'honneur Marine Serre, qui est une élève de la Cambre, qui est sortie l'année dernière et qui vient de recevoir le prix LVMH à Paris en tant que styliste. Et je trouve que c'est formidable parce que ça montre l'excellence de nos hautes écoles. Donc c'est la Cambre, c'est Bruxelles. Et cette jeune femme a une collection qui est tout à fait vive, avec des couleurs très pétantes. Et je trouve que vraiment, ça fait plaisir parce que arriver à ce stade-là en une année, démontrer le savoir-faire de la Belgique et de Bruxelles en particulier dans un domaine aussi concurrentiel et aussi finalement visible que la mode et finalement LVMH, c'est quand même pas un petit groupe. Vraiment bravo à Martine Serre. Allez voir ce qu'elle fait, c'est super. Alors c'est une Française qui étudiait donc à la Cambre. Elle a reçu son prix des mains de Rihanna. Beaucoup plus grande qu'elle d'ailleurs. Marcel Sel, vous vouliez parler de vélo. Oui, j'aime bien les vidéos qui sont impressionnantes et qui marquent le point. Et donc, le De Standaard a suivi une journaliste qui est partie de Eeren, je crois, 25 km de Bruxelles, alors on la voit en Flandre sur des autoroutes à vélo où elle est séparée du trafic. Tout à coup, elle arrive à Bruxelles et là, c'est la catastrophe. Il y a des gens qui bloquent, il y a des portes qui s'ouvrent quand elle arrive. Enfin, c'est une vraie catastrophe. Donc voilà, je voulais du coup... Non, je trouve qu'il faut vraiment qu'on en remette une couche sur le vélo. Et dimanche, justement, ce week-end, dimanche, il y a... Mais j'ai oublié le nom de l'événement. Le BXL Tour. Voilà, le BXL Tour, où effectivement vous avez une compétition amateur de vélo dans des rues protégées. Donc profitez-en, cyclistes. Voilà, oui. Je ne sais pas si on peut encore s'inscrire. Non, donc c'est une. Eh ben, on va revenir à ce qui est joli et ce qui est plein de couleurs avec vous, Pauline Meunier. C'est la fête de la cerise à Scarbeck. Oui. Tout à fait. Donc c'est ce week-end. Alors ça vend pas du rêve dit comme ça, la fête de la cerise, ça fait un peu bizarre, mais en fait il y a pas mal d'activités et il y a un festival de food truck, il y a des activités organisées sur place dans le parc Josaphat. Donc il y a un feu d'artifice pour les enfants et plein de chouettes choses tout le week-end. Alors il y a un rendez-vous très important, je crois, à 15h30 dimanche, il y a le concours de crachat de noyaux de cerise. Oui, j'ai appris ça. Vous allez y participer? Non, j'aime pas les cerises en fait. Donc... Parce que c'est bon la cerise. Non, mais l'activité, l'événement est sympa, mais j'aime pas les cerises en fait, donc ça va être un peu bizarre. Bon, mais c'est une manière aussi de déstresser après cette période de blocus. Alors, Arnaud Pinksteren, vous avez une idée? Oui, alors d'abord pour Marcel Sel, je participe à la course de ce dimanche, mais je pense qu'au-delà de la course, c'était quelques rues protégées qui seront pour une fois protégées durant l'année pour les cyclistes. Je pense qu'il faut vraiment effectivement un travail structurel en matière de politique cyclable à Bruxelles et on se bat pour ça. Mon coup de cœur, c'est le pique-nique royal. Ce dimanche, des citoyens vont se rassembler sur le parvis de Notre-Dame de Laken pour réclamer l'ouverture totale ou partielle du domaine royal de Laken au public. Et donc c'est un combat que l'on porte aussi au niveau politique, mais c'est très important que ce combat soit porté également par les citoyens. Je pense que cette ville se densifie. Elle a plus que jamais besoin d'espaces verts, d'espaces de respiration, d'espaces récréatifs. Et je pense que le roi pourrait se passer, allez, on va dire d'un tiers de son domaine, la taille du bois de la Cambre, grosso modo, pour le mettre à disposition des Bruxelloises et des Bruxellois. C'est une doléance au roi, cette fois-ci. Oui, et surtout un moment de convivialité familiale ce dimanche. Catherine Moureau, votre conseil? Mon conseil, alors je vous invite tous, et je vous invite à inviter vos amis. Oui. C'est déjà passé. Attendez. À venir à Molenbeek samedi. Ouais. À venir soutenir notre artère commerçante principale. Et ce sera samedi soir, hein, donc les gens pourront venir. Oui, bah donc, voilà. Ils pourront venir le samedi. Ça durera. Oui. Sur la chaussée de Gand, pour notre braderie la plus importante de l'année, où nos commerçants exposent tout ce qu'ils ont à vendre. Et je pense que c'est intéressant. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'image aujourd'hui de notre commune n'est pas la réalité de notre commune. Et donc je crois que c'est agréable de venir voir le goût et le talent qu'on a dans notre commune ce samedi. Et bien voilà, tous des bons rendez-vous pour ce dimanche et ce week-end. Nous, on se retrouve
pour le week-end prochain pour la dernière émission des experts de la saison. D'ici là, bonne semaine. Merci aux invités, merci aux chroniqueurs. Merci.